Donc, pour en revenir, Paul Bert, et je voulais vous faire parler de tout ça. Donc, Paul Bert, très connu, homme, grand scientifique, physiologiste, et surtout, il a beaucoup travaillé, aussi un homme politique, député, et c'est lui, on oublie toujours, on parle toujours de Jules Ferry, mais c'est lui qui a fait passer l'éducation obligatoire pour les garçons et les filles. Bien, donc, il fait d'abord des travaux sur plein de choses, la greffe animale, la zoologie, la respiration, la pression barométrique, et il commence à travailler sur les pressions barométriques, avec un livre qui est encore la Bible, et même à la NASA, il y a un prix Paul Bert tous les ans. Et ensuite, au point de vue anesthésie, il travaille sur le protoxyde d'azote. On n'en parlera pas ici, puisque ce n'est pas le sujet. Et puis, après, il travaille sur les autres anesthésiques. Alors, la première publication date du 14 novembre 81, et sur la physiologie animale, sur la zone maniable des agents anesthésiques, sur un nouveau procédé de chloroformisation. Donc, il prend des chiens, il prend des animaux, une souris, des moineaux, et puis il regarde quelle est la dose qui endort et quelle est la dose qui tue. Et tout ça montre progressivement, et on arrive à la dose variable, et surtout, il dit attention, il faut rester dans ses limites. Voilà le diagramme qui représente celle-là. L'activité, son fonction de la pression. L'activité et la toxicité sont fonction de la pression partielle sanguine de vapeur. La connaissance du degré et de la durée d'inhalation permet de ne pas procéder empiriquement. C'est l'intérêt de la méthode. Donc, là-dessus, il dit les mélanges titrés, c'est très important. Suivi facile des phases d'anesthésie, notamment avec le diamètre de la pupille, détection aisée des accidents respiratoires, évite la syncope par sidération du début, moindre influence de la température ambiante. La méthode des mélanges titrés n'a jamais produit d'incident. Il est sûr qu'il n'avait pas fait suffisamment d'expérience pour pouvoir le dire, mais il l'annonce comme ça. Le chirurgien sait ce qu'il fait, car le mélange est homogène et d'un titre déterminé. L'anesthésie est régulière et continue, l'agitation initiale est diminuée ou supprimée, l'irritation et les syncopes de début sont évitées par la diminution fiable. La concentration d'entretien est proche de celle du réveil, obtenue facilement et rapidement. On a une étude extraordinaire. Alors, en 82, il y a une grande séance sur le chloroforme. Pas une grande séance. Ils en parlent le 14 février à toutes les sessions jusqu'au 18 avril. Il y a 15 communications. C'est infernal. Premièrement, Regnault parle des problèmes des impuretés du chloroforme. Il est tout de suite suivi par Gosselin, qui annonce un décès pour 5200 anesthésies. Et même, ils disent dans des endroits, c'est 1 sur 3000. Bon, Perrin, avec celui qui a écrit son livre d'anesthésie à l'époque, conteste ce qu'ils disent. Gosselin reprend, se dit petite dose, dose massive. Il y a trois techniques, soit des petites doses avec une petite compresse, soit des doses massives, et soit des doses intermittentes. Et moi, je suis partisan des doses intermittentes. Il évoque la dose maniable de Paul Bert, mais il s'en fout complètement. L'abbé donne sa méthode, il évoque les doses maniables et comment il évite la chute de la langue. Alors, il refuse de tirer la langue, mais il décrit bien qu'il faut luxer le maxillaire pour éviter que la langue tombe en arrière. C'est une des premières descriptions de cette manœuvre.
Là-dessus, Verneuil, lui, critique la technique de Gosselin et conteste les expériences de laboratoire, parce que au laboratoire, on fait pas ce n'est pas ce qui se passe au lit du patient. Donc, ça continue dans les différentes. Le 7 mars, l'anesthésie chirurgicale est rentrée dans nos mœurs et n'en sortira plus. Il est contre la compresse et plus pour les cornets. Les cornets, parce que ça donne une certaine distance entre le nez et le chloroforme. Perrin continue de contester Gosselin. Trélat rapporte les décès et critique Gosselin. Léon Lefort critique Gosselin et met en évidence les techniques lors des décès. On voit sur 210 morts, 27 c'était dû aux mouchoirs, 16 aux éponges, 3 aux cônes, des inhalateurs d'Hilbert 42 et l'inhalateur de Clover 5, moyens non spécifiés 57, vous voyez. Les gens utilisaient plein de techniques aléatoires. Donc Gosselin reprend en 83, il défend sa communication, répond aux critiques, et puis après, il y a tout le temps, chacun reste sur sa position, et les travaux de Paul Vert sont toujours en arrière-plan. Donc, en 82, on parle... Pardon, oui. En 82, on parle sur l'action des mélanges d'air et des vapeurs de chloroforme par un nouveau procédé d'anesthésie. Donc, il va se servir pour ça. Bon. Ils vont se servir de ça, du gazomètre de Saint-Martin. Ils se servent pour ça du gazomètre de Saint-Martin. Donc, c'est un double gazomètre avec des cubes mâchonnés, et puis il est lourd, cher, et puis il nécessite un opérateur pour le faire marcher. Et avec ça, il reprend la technique d'anesthésie en disant c'est merveilleux, on peut avoir ça dans un bloc opératoire. Vous vous doutez bien que c'est très mal accepté. Alors, il refait les mélanges titrés en 21 janvier 1884 et immédiatement, Gosselin lui dit « Attention, votre matériel, il ne sert à rien, il est beaucoup trop gros, on ne peut pas s'en servir. Et nous qui endormons au lit du patient, qu'est-ce que vous voulez faire avec un appareil comme ça, alors que nous, il nous suffit d'une petite compresse. Hein. Et puis surtout, vous ne tenez pas compte des susceptibilités individuelles, les doses sont trop fortes au début. Baird immédiatement répond, on est en train de chercher un appareil plus petit. Il n'y a rien de plus simple que la compresse, mais la compresse, c'est l'inverse de toute précision scientifique. En résumé, les chirurgiens, en se servant de la compresse, mettent en usage des tensions de vapeur inefficaces, ou utiles, ou dangereuses. Alors, Richet arrive et défend Gosselin et apporte son témoignage contre Baird. Voilà, ça continue. Puis arrive Raphaël Dubois. Raphaël Dubois, il est impliqué totalement dans les travaux de Paul Baird, puisque c'est son assistant et c'est lui qui fait marcher les machines. Donc, il a beaucoup réfléchi et il a inventé la machine à anesthésier. Machine, la voilà, vous la voyez au musée d'histoire de la médecine de Paris. Elle est très belle. Ce n'est pas un ventilateur, c'est juste un carton à chapeau, enfin ça a la taille d'un carton à chapeau ou d'un tambour, et ça permet de verser la quantité de chloroforme pour avoir des concentrations fixes, 2%, 4%, 6%, 10%. Donc cette machine a eu le prix Barrier,
voilà les masques qu'il y a avec cette machine. Un masque pour la face, tout à fait en bas, masque facial. C'est une ouverture sans soupape. Le patient respire le gaz qui lui est envoyé. Le tube buccal, il abaisse la langue et écarte les mâchoires. Et puis le tube nasal, c'est pour la chirurgie faciale et ORL. Alors, le mode d'emploi, c'est très simple. On règle le titrage en pourcentage du volume d'air. Le chloroforme, on met 6 grammes de chloroforme. Et puis, on commence à 10% à l'induction pendant 7 à 8 minutes, 8% pendant 4 à 5 minutes, 6% en entretien et 4% d'allègement et début de réveil. La vitesse de la manivelle qui tourne, 2 à 3 tours par minute, modifie uniquement le débit de gaz et non son titre. Et les gens peuvent parfaitement respirer et ça se passe très bien. Alors, la machine, eh ben, il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont faits, 200 anesthésies chez Péan, de 6 mois à 73 ans. Léon Labbé, Odilon, Odilon Marc Lannelongue, Duplouy à Rochefort, Tripier à Hôtel-Dieu, aussi à Saint-Louis, 115 interventions, et même à Bruxelles, à l'hôpital royal. Mais il y a eu d'autres endroits où on a fait utiliser cet appareil. Mais cet appareil a un volume supérieur à celle d'une compresse. Alors, Laborde reprend la discussion en 1890. Et cette discussion est terrible parce que c'est la bataille des physiologistes et des chirurgiens. Laborde fait un travail remarquable sur tous les anesthésiques. Il décrit parfaitement tout ce qu'il faut, mais le 17 juin 90 aussi, mais ça ne suffit pas. Et François Franck, qui est aussi un grand physiologiste, reprend tout ce qu'il peut savoir sur la chloroformisation et dans quelques conditions pathologiques. Tout ça, ça se passe en 18. Alors, le 8 juillet, Vernet répond que nous nous trouvons chez l'homme en présence de lésions ou d'états pathologiques qui n'existent pas chez les animaux. Qu'on ne pouvait appliquer à l'homme malade les résultats d'expériences faites sur l'animal sain. Que les animaux qui succombent au chloroforme ne meurent pas toujours de la même manière que nos opérés. C'est à ce propos qu'il recommande facilement d'associer au chloroforme la morphine, l'atropine. Alors ça, c'est c'était Laborde qui recommandait d'associer morphine, atropine et de la cocaïne. Paul Bert aussi examine la méthode des mélanges titrés dont il fait le plus grand éloge et lance l'anathème contre la vulgaire compresse qu'il faudra bien, si l'on en croit, abandonner un jour. Il termine en parlant de la respiration artificielle et de l'insufflation. Donc il critique tout ce qu'a dit Paul Bert et il ne veut rien entendre. La discussion le 15 juillet se termine avec Alphonse Guérin et Léon Labbé. Chacun reste sur ses positions et il faudra attendre 10 ans pour que les esprits s'ouvrent au mélange titré. L'appareil est resté dans le musée. Je vous remercie de votre attention.